Margaret Hoffman avait toujours respecté les règles. À 51 ans, elle pouvait se prévaloir d'une carrière respectable d'enseignante dans une école primaire à Fribourg, de 3 enfants élevés avec amour et de 28 ans de mariage avec Thomas, un courtier en assurance qui passait plus de temps avec ses dossiers qu'avec sa femme. Le divorce à l'automne 2019 n'avait pas été dramatique, mais plutôt une capitulation silencieuse face au fait que 2 personnes qui s'étaient autrefois aimées étaient devenues des étrangers sous le même toit. Thomas avait eu une liaison avec sa secrétaire, une femme de 25 ans aux longs cheveux blonds et au rire que Margaret pouvait entendre à travers les murs fins de leur maison lorsque Thomas téléphonait tard le soir, pensant que sa femme dormait déjà. Cette découverte n'avait pas été choquante, mais presque un soulagement. Elle avait donné à Margaret une raison de mettre fin à quelque chose qui était mort depuis longtemps. Le partage des biens s'était déroulé équitablement. Margaret avait gardé la plus petite des 2 voitures, une Volkswagen Golf argentée, et avait reçu une indemnité de 120 000 €, en plus de sa pension d'enseignante. Elle s'était acheté un 2 pièces dans la vieille ville de Fribourg, avec vue sur les toits et les montagnes lointaines de la Forêt-Noire. L'appartement était lumineux et accueillant, avec de hauts plafonds et du parquet qui craquait sous ses pas. Elle aménagea un atelier pour sa passion longtemps négligée, l'aquarelle. Ses propres œuvres étaient accrochées au mur, des paysages de la Forêt-Noire dans des tons verts et bleus discrets. Ses amies lui disaient qu'elles admiraient son courage de prendre un nouveau départ. Mais Margaret ne se sentait pas courageuse. Elle se sentait perdue. La solitude la submergeait par vagues. Le matin, devant son café, quand il n'y avait personne avec qui planifier la journée. Le soir, pendant le dîner, quand elle était seule à table et fixait son smartphone tandis que les lampadaires s'allumaient dehors. Ses enfants vivaient leur propre vie. Julia, l'aînée, travaillait comme médecin à Hambourg et n'avait guère le temps de téléphoner. Félix étudiait le droit à Munich et ne donnait de nouvelles que lorsqu'il avait besoin d'argent. Et Sophie, la plus jeune, avait émigré en Australie et envoyait de temps en temps des photos de plage et de coucher de soleil via WhatsApp. Margaret était fière de ses enfants, mais elle regrettait l'époque où ils étaient encore petits et avaient besoin d'elle. Désormais, plus personne n'avait besoin d'elle. En février 2020, peu avant que la pandémie ne change le monde, Margaret a décidé de rejoindre une plateforme en ligne pour les passionnés de voyage. Elle avait toujours rêvé de voir le monde, mais Thomas n'avait jamais été intéressé. Elle était désormais libre de prendre ses propres décisions. La plateforme s'appelait Travel Connect et promettait de mettre en relation des personnes partageant les mêmes intérêts. Margaret créa un profil avec une photo prise par son amie Sabine lors d'une excursion au lac Titisee. Sur la photo, elle portait un chemisier bleu et souriait à la caméra avec les montagnes en arrière-plan. Elle se décrivait comme une personne intéressée par la culture, proche de la nature et ouverte à de nouvelles expériences. Elle mentionnait son amour pour la peinture et la musique classique, ses voyages en Italie et en France, son désir de visiter un jour la Turquie pour voir les églises byzantines et les mosquées ottomanes. 3 jours plus tard, elle a reçu un message d'un homme nommé Mehmet Yildiz. Sa photo de profil montrait un bel homme d'une 40aine d'années, aux cheveux foncés légèrement grisonnants sur les tempes et au sourire chaleureux. Il portait une chemise blanche et se tenait devant un décor qui ressemblait à une ville côtière méditerranéenne. Dans son message, il écrivait qu'il avait été fasciné par son profil. Il était architecte et vivait à Antalya, une ville de la Riviera turque célèbre pour ses ruines antiques et ses eaux cristallines. Il avait vécu et travaillé pendant de nombreuses années en Allemagne, à Munich, où il avait participé à plusieurs grands projets de construction et parlait couramment l'allemand. Il aimait également l'art et la culture et était impressionné par son intérêt pour l'histoire turque. Il lui demanda si elle avait envie d'échanger sur leurs intérêts communs. Margaret lut le message plusieurs fois. Cela faisait longtemps qu'un homme ne lui avait pas accordé autant d'attention. Elle répondit prudemment, lui parla de sa vie à Fribourg, de son travail d'enseignante, de son désir de voyager davantage après sa retraite. Mehmet répondit en quelques heures. Ses messages étaient longs et réfléchis, remplis de détails sur sa vie à Antalya, sur les projets architecturaux sur lesquels il travaillait, sur son amour de l'histoire et de l'art. Il lui parla de son père, un menuisier qui lui avait appris à voir la beauté dans les choses, et de sa mère, décédée 3 ans auparavant, qui lui manquait beaucoup. Il ne s'était jamais marié, expliqua-t-il, car il n'avait jamais trouvé la femme idéale. Son travail avait toujours été sa priorité, mais maintenant, à 49 ans, il commençait à se demander s'il n'était pas passé à côté de quelque chose. Les messages devenaient plus longs et plus personnels. Mehmet envoyait des photos d'Antalya, des ruines antiques de Perge, des cascades de Duden, de la vieille ville avec ses ruelles étroites et ses maisons colorées. Il envoya des photos de ses projets architecturaux, des villas modernes avec vue sur la mer, des complexes hôteliers avec piscines à débordement. Il interrogea Margaret sur ses aquarelles et elle lui envoya des photos de ses œuvres.
Il répondit avec enthousiasme, disant qu'elle avait un talent particulier pour capturer l'atmosphère d'un paysage. Il la qualifia d'artiste à l'âme sensible. Margaret se sentit flattée. Cela faisait des années que personne n'avait autant apprécié son travail. Au bout de 2 semaines, Mehmet proposa de s'appeler. Margaret hésita. C'était une chose d'échanger des messages, mais une voix au téléphone rendait tout plus réel. Mais sa curiosité l'emporta. Elle lui donna son numéro, et un vendredi soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, son téléphone sonna. La voix de Mehmet était grave et apaisante, avec un léger accent qui adoucissait ses mots. Ils parlèrent pendant plus de 2 heures, de tout et de rien. Il raconta des anecdotes amusantes sur son séjour à Munich, sur les différences culturelles qu'il avait observées, sur son amour pour le pain allemand et la ponctualité allemande. Margaret rit plus qu'elle n'avait ri depuis des mois. Quand ils raccrochèrent, elle se sentit vivante, excitée, comme si quelque chose en elle qui sommeillait depuis longtemps s'était réveillé. Les appels téléphoniques devinrent une routine. Chaque soir à 9 heures, Mehmet appelait. Parfois, ils ne parlaient que 20 minutes, parfois plusieurs heures. Il lui racontait sa journée, les défis de ses projets, les clients difficiles et les obstacles bureaucratiques. Margaret lui parlait de son travail, des enfants de sa classe, des petites joies et des frustrations de son quotidien. Mehmet l'écoutait vraiment, d'une manière que Thomas n'avait jamais fait. Il posait des questions, se souvenait de détails de conversations précédentes, montrait un réel intérêt. Margaret commença à attendre ses appels avec impatience. Il structurait sa journée, lui donnait quelque chose à espérer. En mars, la pandémie s'est aggravée. Les écoles ont fermé et Margaret a dû enseigner depuis chez elle. L'isolement a renforcé sa dépendance aux appels de Mehmet. Il était son lien avec le monde extérieur, son point d'ancrage quotidien. Il lui envoyait des photos d'Antalya, de plages désertes et de journées ensoleillées, tandis que l'Allemagne s'enfonçait dans le confinement. Il lui disait qu'elle lui manquait, même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Il la qualifiait d'inspiration, disait que leur conversation était le meilleur moment de sa journée. Margaret a commencé à développer des sentiments similaires. Elle se surprenait à penser à lui dès son réveil, à imaginer ce que ce serait de le rencontrer, de le toucher. Elle a peint une aquarelle d'Antalya à partir de ses photos et lui en a envoyé une photo. Il répondit qu'il était ému aux larmes. En avril, le ton de leur conversation changea. Mehmet commença à parler de l'avenir, de la possibilité qu'ils se rencontrent lorsque les restrictions de voyage seraient levées. Il dit qu'il rêvait de lui montrer Antalya, les endroits qu'il aimait, les restaurants où il aimait manger, les plages cachées que seuls les habitants connaissaient. Il disait à quel point ce serait agréable de se promener avec elle dans la vieille ville, main dans la main, comme un vrai couple. Margaret était bouleversée par ses paroles. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Thomas n'avait jamais été romantique, n'avait jamais exprimé de tels sentiments. Mehmet la faisait se sentir désirée, importante, aimée. Sabine, la meilleure amie de Margaret depuis l'école, était sceptique. Lorsque Margaret lui parla de Mehmet, tout en respectant la distance minimale lors d'une promenade dans le jardin municipal, Sabine fit la grimace. C'était une femme pragmatique, une employée de banque à la retraite, aux cheveux gris courts et au regard perçant. Elle écouta les descriptions enthousiastes de Margaret, puis dit « Grete, sois prudente. Tu ne connais pas vraiment cet homme. Tu ne l'as jamais rencontré. Les gens peuvent prétendre n'importe quoi en ligne. » Margaret était agacée par le manque d'enthousiasme de Sabine. Elle défendit Mehmet, disant qu'il était différent, sincère, qu'elle pouvait l'entendre dans sa voix, le voir dans ses mots. Sabine soupira et dit « J'espère que tu as raison. Mais s'il te plaît, sois vigilante. Ne lui donne pas d'argent, quoi qu'il dise. » Margaret rit et lui assura que cela n'arriverait jamais. Après tout, elle n'était pas une jeune femme naïve. Elle avait 51 ans. Elle était cultivée et sensée. Elle savait comment se protéger. En mai, alors que les restrictions de voyage étaient progressivement assouplies, Mehmet fit une proposition qui fit battre le cœur de Margaret plus fort. Il l'invita à lui rendre visite à Antalya. Il dit qu'il s'occuperait de tout, qu'il réserverait un bel hôtel, lui ferait découvrir la ville, lui montrerait la Turquie telle qu'il la voyait. Il disait qu'il était impatient de la rencontrer enfin en personne, de la prendre dans ses bras, de la regarder dans les yeux. Margaret était partagée. Une partie d'elle était enthousiaste, prête à prendre le risque. Une autre partie était anxieuse, incertaine. Et s'il n'était pas celui qu'il prétendait être? Et s'ils ne s'entendaient non pas? S'il n'y avait pas d'alchimie entre eux? Mehmet sentit son hésitation et la rassura. Il lui dit de prendre son temps, d'y réfléchir, mais qu'il espérait de tout cœur qu'elle dirait oui. Il lui dit qu'il n'avait jamais ressenti une connexion comme la leur,
et qu'il ne voulait pas la laisser lui échapper. Margaret passa plusieurs jours à réfléchir à cette proposition. Elle fit des recherches sur Antalya en ligne, lut des récits de voyage, regarda des photos. La ville semblait magnifique, exactement comme Mehmet l'avait décrite. Elle en reparla à Sabine, qui restait sceptique, mais admit que Margaret était assez grande pour prendre ses propres décisions. Elle appela Julia et lui parla de Mehmet. Julia était réticente. Elle disait que sa mère devait être prudente, mais que si elle voulait vraiment y aller, elle devait le faire. Félix et Sophie ne montrèrent que peu d'intérêt. Ils étaient occupés par leur propre vie. Margaret se sentait seule face à sa décision. Finalement, par une chaude soirée de juin, elle appela Mehmet et lui dit oui. Elle viendrait. Elle le rencontrerait. Elle prendrait le risque. Mehmet était fou de joie. Il a dit qu'il s'occuperait de tout, qu'elle n'avait à se soucier de rien. Il réserverait un hôtel de luxe en bord de mer, viendrait la chercher à l'aéroport et ferait en sorte qu'elle passe le plus beau moment de sa vie. Margaret sentait son estomac se nouer d'excitation. Elle a réservé un vol pour début juillet, 2 semaines après la fin de l'année scolaire. Elle acheta de nouvelles robes, un nouveau maillot de bain, un nouveau parfum. Elle alla chez le coiffeur, se fit couper et teindre les cheveux pour cacher ses mèches grises. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme qui semblait plus jeune qu'elle ne se sentait, une femme qui se lançait dans une aventure. Elle avait peur, mais elle était aussi excitée. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Les jours précédant son départ passèrent dans un tourbillon de préparatifs et de nervosité. Mehmet l'appelait tous les jours, parfois plusieurs fois, pour discuter des détails, la rassurer, lui dire à quel point il était heureux. Il lui envoya l'adresse de l'hôtel, un complexe 5 étoiles appelé Palmera Palace, situé en bord de mer. Il lui envoya des photos du hall, des chambres, des piscines. Tout semblait luxueux, cher. Margaret était impressionnée et un peu intimidée. Elle était habituée à des conditions modestes, à des hôtels et des pensions simples. Mehmet lui assura qu'elle ne méritait que le meilleur et qu'il voulait qu'elle se sente comme une reine. Ces paroles lui firent fondre le cœur. Personne ne l'avait jamais traitée ainsi. Le jour de son départ, Sabine l'a conduite à l'aéroport. Le trajet s'est déroulé dans le silence. Sabine tenait fermement le volant, le visage tendu. Devant le terminal, elle s'est tournée vers Margaret et lui a dit « S'il te plaît, fais attention à toi. Si quelque chose te semble étrange, si tu ne te sens pas à l'aise, rentre immédiatement à la maison. Promets-le-moi. » Margaret serra son amie dans ses bras et lui promit. Elle sortit de la voiture, prit sa valise dans le coffre et entra dans le terminal sans se retourner. Elle ne voulait pas que Sabine voie les larmes dans ses yeux, des larmes mêlées de peur et d'impatience qui formaient une émotion confuse qu'elle ne pouvait nommer. Le vol vers Antalya dura 3 heures. Margaret était assise côté hublot et regardait les nuages sous ses pieds, les montagnes et les mers qui défilaient. Elle essaya de lire, mais les mots se brouillaient devant ses yeux. Elle essaya de dormir, mais son cœur battait trop vite. Elle pensait à Mehmet, à son sourire sur les photos, à sa voix au téléphone. Elle imaginait à quoi il ressemblerait, ce qu'elle ressentirait lorsqu'il la serrerait dans ses bras. Elle imaginait comment seraient les 2 prochaines semaines, pleines de découvertes et de romantisme. Elle se permettait d'espérer que cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de beau. Lorsque l'avion atterrit et roula sur la piste, Margaret sentit ses mains devenir moites. Elle les essuya sur son pantalon, prit une profonde inspiration et se leva lorsque le signal lumineux indiquant d'attacher les ceintures s'éteignit. Elle suivit les autres passagers à travers l'aéroport, passa le contrôle des passeports et se rendit à la zone de retrait des bagages. Elle prit sa valise sur le tapis roulant et se dirigea vers le hall d'arrivée, le cœur battant à tout rompre. Les portes automatiques s'ouvrirent et elle sortit dans la chaleur turque qui la frappa comme un mur. Elle cligna des yeux dans la lumière éblouissante du soleil et scruta la foule. Et puis elle l'aperçut. Mehmet se tenait là, exactement comme sur ses photos, avec une pancarte à la main sur laquelle était inscrit son nom, Margaret Hoffman. Il lui adressa un sourire radieux et lui fit signe. Margaret sentit sa poitrine se serrer de soulagement et de joie. Il était réel. Il était là. Elle s'avança vers lui et il vint à sa rencontre, laissant tomber la pancarte et ouvrant les bras. Ils s'étreignirent et l'espace d'un instant, tout était parfait. Le trajet de l'aéroport à l'hôtel se déroula comme dans un rêve. Mehmet avait réservé une Mercedes noire avec chauffeur, un homme âgé à la moustache grise qui ne parlait pas un mot d'allemand et naviguait en silence dans le trafic dense. Margaret était assise à côté de Mehmet sur la banquette arrière, sa main dans la sienne,
tandis qu'il lui montrait le paysage qui défilait et lui racontait des anecdotes sur la ville. Sa main était chaude et sèche, sa voix exactement comme au téléphone, apaisante et familière. Il sentait un après-rasage discret, quelque chose de boisé avec une note d'agrumes. Margaret respira profondément et tenta de réprimer sa nervosité. Antalya était plus grande et plus moderne qu'elle ne l'avait imaginé. De larges avenues bordées de palmiers, des gratte-ciels de verre et de béton, des centres commerciaux abritant des marques internationales. Mais alors qu'ils approchèrent de la côte, l'atmosphère changea. Les bâtiments devinrent plus bas, de style méditerranéen, avec des façades aux couleurs pastel et des bougainvilliers en fleurs. La mer apparut soudain, d'un bleu turquoise scintillant s'étendant jusqu'à l'horizon. Margaret eut le souffle coupé. Mehmet sourit. « C'est beau, n'est-ce pas ? Attends de voir le coucher de soleil. Il n'y a rien de comparable au monde. » Le Palmera Palace était impressionnant. Un vaste complexe de bâtiments blancs en terrasse descendant vers la plage, entouré de jardins tropicaux avec des fontaines et des sculptures. Le hall était climatisé et élégant, avec des sols en marbre et d'énormes lustres. Mehmet s'occupait de l'enregistrement tandis que Margaret attendait sur un canapé rembourré en buvant un verre de jus d'orange fraîchement pressé que lui avait apporté un serveur en uniforme blanc. Elle observait Mehmet à la réception, parlant avec assurance au personnel, en turc, ses gestes expressifs. Il semblait ici chez lui, sûr de lui. Cela la rassurait. Leur chambre était au 5e étage avec un balcon et une vue directe sur la mer. Elle était spacieuse et décorée avec goût, avec un grand lit double, un coin salon et une salle de bain en marbre blanc. Mehmet posa leurs valises et ouvrit la porte du balcon. Un air chaud, salé et frais s'engouffra dans la pièce. Ils sortirent ensemble et se tinrent près de la balustrade. En contrebas s'étendaient la piscine et le jardin, puis la plage privée avec ses chaises longues blanches et ses parasols turquoises. La mer scintillait dans la lumière de l'après-midi. Mehmet passa son bras autour de ses épaules. « Ça te plaît ?» Margaret acquiesça, incapable de parler. C'était parfait. Trop parfait. Les premiers jours passèrent dans un tourbillon de sensations. Mehmet était un hôte attentionné, organisé et généreux. Ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse du restaurant de l'hôtel, un buffet copieux composé de fruits frais, de pâtisseries turques, d'olives, de fromage et de miel. Ensuite, ils se promenaient dans la vieille ville d'Antalya, Kaleïssi, un labyrinthe de ruelles étroites bordées de maisons ottomanes, de boutiques et de cafés. Mehmet connaissait chaque recoin, lui montrait des cours intérieures cachées avec des buissons de jasmin en fleurs, de vieilles mosquées aux carreaux artistiquement décorés, le port antique où de petits bateaux se balançaient dans une eau cristalline. Il lui a acheté des cadeaux, une écharpe en soie tissée à la main dans des tons bleus vifs et or, un bracelet en argent avec des pierres turquoises, un bol en céramique peint à la main. Margaret a protesté, disant que c'était trop, mais Mehmet a refusé. « Tu es mon invité spécial. Je veux te gâter. » Ils mangèrent dans des restaurants raffinés où Mehmet semblait être connu. Les serveurs le saluaient par son nom et lui apportèrent des plats spéciaux qui ne figuraient pas sur la carte. Du bar grillé au citron et au thym, des côtelettes d'agneau nappées de grenade, du baklava aux pistaches et à l'eau de rose. Margaret n'avait jamais aussi bien mangé. Le soir, ils s'asseyaient sur leur balcon, buvaient du thé turc et regardèrent le coucher du soleil. Mehmet racontait des histoires de son enfance, de son père qui lui avait appris à travailler le bois, de sa mère qui faisait les meilleurs beureks de tout le quartier. Il parlait de ses années à Munich, du froid et de la pluie qu'il n'avait jamais vraiment aimé, de sa nostalgie de la Méditerranée. Il interrogeait Margaret sur sa vie, ses enfants, son mariage avec Thomas. Elle lui racontait des choses qu'elle n'avait encore jamais dites à personne, sa déception, sa solitude, sa peur de vieillir. Mehmet l'écoutait, lui tenait la main, lui disait qu'elle était belle et forte et qu'elle méritait d'être heureuse. Le 4e soir, après une excursion en bateau le long de la côte, où ils avaient nagé dans des criques cachées et vu des dauphins nager à côté du bateau, ils s'assirent dans un petit restaurant du port. Mehmet avait commandé du champagne, français, cher. Les verres scintillaient à la lueur des bougies. Il lui prit la main et la regarda profondément dans les yeux. « Margaret, je dois te dire quelque chose. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis peu, mais je suis tombé amoureux de toi. Vraiment amoureux. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Le cœur de Margaret fit un bond. Elle voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Mehmet poursuivit. « Je sais que cela peut sembler précipité, mais à mon âge, on sait ce qu'on veut. Et je te veux. J'aimerais que tu réfléchisses à l'idée de déménager ici, avec moi. Nous pourrions construire une vie ensemble. Tu pourrais peindre, je travaillerais, nous pourrions voyager.
Imagine comme ce serait merveilleux. Margaret était bouleversée. Les larmes lui montèrent aux yeux. Personne ne lui avait jamais dit une chose pareille. Elle se sentait désirée, aimée, vivante. Elle lui serra la main et murmura « Je ressens la même chose. J'avais peur de l'admettre, mais je t'aime aussi. » Mehmet sourit, un sourire radieux et soulagé. Il se leva, vint de son côté de la table, l'attira vers lui et l'embrassa. C'était leur premier baiser, et il avait le goût du champagne et des promesses. Les jours suivants furent marqués par une nouvelle intimité. Ils passèrent leurs nuits ensemble. Mehmet était tendre et patient. Margaret se sentait comme une jeune femme, renaissante. Ils parlèrent de l'avenir, de projets. Mehmet lui parla d'un nouveau projet, un complexe d'appartements de luxe qu'il développait. Il lui montra des plans, des rendus, lui parla d'investisseurs et de délais. Margaret ne comprenait pas grand-chose, mais elle était impressionnée par sa passion et son ambition. Le 8e jour, alors qu'ils étaient allongés au bord de la piscine et que le soleil réchauffait leur peau, Mehmet est soudainement devenu silencieux. Margaret a immédiatement remarqué le changement. Il fixait son téléphone, le visage tendu. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé. Mehmet a hésité, puis a poussé un profond soupir. « C'est compliqué. Un problème avec mon projet. Je ne voulais pas t'en parler, mais il y a un problème. » Margaret s'assit alarmée. Quel genre de problème? Mehmet posa son téléphone et se frotta les yeux. Des difficultés bureaucratiques. La municipalité a soudainement exigé des autorisations supplémentaires. Je dois verser une caution élevée pour pouvoir continuer. Si je ne le fais pas, je perds le contrat et donc tout ce que j'ai investi. Sa voix semblait désespérée. Margaret sentit un nœud se former dans son estomac. Combien? Mehmet secoua la tête. Trop. 75 000 €. J'ai l'argent. Mais il est immobilisé dans des investissements à long terme. Il faudrait des semaines pour le débloquer, et le délai expire dans 3 jours. Il ne la regardait pas, fixant l'eau de la piscine. Margaret resta silencieuse. Une voix intérieure l'avertissait, la voix de Sabine qui disait « Ne lui donne pas d'argent ». Mais elle voyait devant elle l'homme qui l'avait aimée, choyée, rendue heureuse. L'homme qui parlait d'un avenir commun. Ne pouvait-elle pas l'aider alors qu'il était dans le besoin? Margaret passa la nuit sans dormir. À côté d'elle, Mehmet respirait calmement, apparemment insensible à la crise qu'il lui avait révélée. Elle était allongée sur le dos, fixait le plafond et luttait contre elle-même. 75 000 €, plus de la moitié de ses économies. De l'argent qu'elle avait mis de côté pour son avenir, pour les urgences, pour sa sécurité. Mais Mehmet lui avait tant donné ces derniers jours. Pas seulement des choses matérielles, mais aussi de l'attention, de l'affection, le sentiment d'avoir à nouveau de la valeur. N'était-ce pas son devoir de l'aider s'il en avait besoin? Le lendemain matin, au petit déjeuner, Mehmet semblait tendu. Il mangeait à peine, ne buvait que du café noir et passait plusieurs coups de fil, toujours en turc, d'une voix grave. Margaret l'observait par-dessus le bord de sa tasse de thé. Lorsqu'il raccrocha, il posa le téléphone sur la table avec un profond soupir. « Ça empire. La municipalité menace maintenant de me mettre une amende si je ne paie pas. Je ne sais pas quoi faire. » Margaret posa sa tasse. Ses mains tremblaient légèrement. « Je pourrais t'aider, » dit-elle doucement. Mehmet la regarda avec surprise. « Que veux-tu dire ?» Elle prit une profonde inspiration. « J'ai des économies. Je pourrais te prêter l'argent, juste jusqu'à ce que tu puisses liquider tes investissements. » Le visage de Mehmet refléta toute une série d'émotions. Surprise, gratitude, puis quelque chose qui ressemblait à de la honte. Il secoua vigoureusement la tête. « Non, non, je ne peux pas accepter. Tu es mon invitée, Ma. Tu es importante pour moi. Je ne peux pas te laisser te mettre dans une situation financière difficile à cause de moi. » Mais Margaret avait déjà pris sa décision. C'était peut-être la peur de le perdre. Peut-être était-ce le désir désespéré de prouver qu'elle pouvait être généreuse et confiante. « Ce n'est que pour 3 semaines, as-tu dit. Tu récupéreras l'argent dès que le contrat sera signé. Cela ne me pose aucun problème. » Mehmet tendit les mains par-dessus la table et saisit les siennes. Ses yeux brillaient d'émotion. « Margaret, tu es un ange. Je te jure que je te rembourserai immédiatement, avec les intérêts. Tu sauves ma vie, mon avenir, notre avenir. » Il embrassa ses doigts, un geste qui la toucha et lui procura en même temps un sentiment de malaise. Le virement eut lieu le lendemain. Mehmet l'accompagna dans une banque du centre-ville. C'était un bâtiment moderne.
climatisé et doté d'un personnel efficace. Un jeune employé de banque en cravate les aida à remplir le formulaire. Margaret saisit ses coordonnées bancaires, autorisa le virement de 75 000 € sur un compte dont Mehmet avait noté le numéro sur un bout de papier. L'employé tapa tout sur son ordinateur, fit signer Margaret à plusieurs reprises, puis ce fut terminé. Margaret se sentit étourdie en quittant la banque. L'argent avait disparu. Son filet de sécurité. Son avenir. Entre les mains d'un homme qu'elle connaissait personnellement depuis moins de 2 semaines. Mehmet était débordant de gratitude. Il l'embrassa dans la rue, l'embrassa sur le front, lui murmura des remerciements à l'oreille. « Je ne t'oublierai jamais. Tu m'as fait confiance alors que personne d'autre ne l'a fait. Nous serons heureux, je te le promets. » Margaret sourit faiblement et tenta d'ignorer la peur glaciale qui envahissait son estomac. Les 2 jours suivants, tout changea. Le téléphone de Mehmet sonnait sans arrêt. Il disparaissait pendant des heures, soi-disant pour rencontrer des avocats et des fonctionnaires. À son retour, il était fatigué et taciturne. Les dîners romantiques cessèrent. À la place, il mangeait rapidement au restaurant de l'hôtel, et Mehmet était constamment distrait, vérifiant son téléphone, écrivant des messages. Margaret essayait de se dire qu'il était simplement stressé, que la situation le pesait. Mais un doute lancinant commença à grandir en elle. Le 10e jour de leur séjour, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Margaret était assise seule dans le hall de l'hôtel, buvant du thé et attendant Mehmet qui était parti à une autre réunion urgente. Une femme d'âge moyen, aux cheveux blonds et aux yeux fatigués, s'est assise sur le fauteuil à côté d'elle. Elle a regardé Margaret, a hésité, puis a dit en allemand « Excusez-moi, mais êtes-vous ici avec Mehmet Yildiz ?» Margaret fut surprise. « Oui, comment le savez-vous » La femme rit amèrement. « Parce que j'ai vécu la même chose l'année dernière. Je m'appelle Petra. Petra Schulte. Je viens de Cologne. Et cet homme m'a volé 80 000 €. » Ces mots frappèrent Margaret comme un coup de poing. Le hall semblait tourner autour d'elle. Petra raconta son histoire. La même plateforme, les mêmes messages romantiques, la même invitation à Antalya, le même hôtel de luxe, et puis la même crise, la même demande désespérée d'argent. Petra avait payé, et Mehmet avait disparu. Tout simplement disparu. Elle avait essayé de faire appel à la police, mais c'était compliqué. Frontières internationales. Fausses identités. Elle n'avait jamais récupéré un centime. Margaret avait du mal à respirer. « Comment savez-vous que je suis ici ?» Petra soupira. « J'ai étudié ses habitudes. Il revient toujours dans les mêmes hôtels. Je suis venu ici pour vous avertir, pour l'empêcher de recommencer. Mais je vois à votre visage que je suis en retard. » Margaret resta assise, pétrifiée, tandis que les paroles de Petra résonnaient dans sa tête. Ses mains serraient la tasse de thé si fort que ses jointures blanchissaient. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Mehmet est... Il m'aime. Il m'a parlé de notre avenir ensemble. » Petra sortit son téléphone portable et ouvrit une galerie de photos. « Regardez ça. » Elle fit défiler des photos d'elle-même avec un homme qui ressemblait à Mehmet. Les mêmes restaurants, les mêmes endroits, les mêmes poses. Puis elle montra des captures d'écran de messages presque identiques à ceux que Margaret avait reçus. Les mêmes compliments, les mêmes promesses, même les mêmes formulations. « Il a un script », expliqua Petra d'une voix amère. « Il utilise les mêmes mots avec toutes les femmes. C'est un système. » Margaret sentit la nausée monter. Elle se leva brusquement, murmura une excuse et se précipita vers les toilettes. Là, elle vomit, son corps se rebellant contre la vérité qu'elle refusait d'accepter. Elle s'appuya contre le mur carrelé et froid, respirait difficilement et essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. 75 000 €. Disparu. Volé. Par un homme en qui elle avait confiance, qu'elle avait aimé. Quand elle revint dans le hall, Petra l'attendait toujours. Elle tendit un verre d'eau à Margaret. « Je suis désolée, je sais ce que tu ressens. La honte, la colère, le sentiment d'être la personne la plus stupide du monde. » Margaret but l'eau à grande gorgée. « Que dois-je faire ?» Petra hésita. « Allez voir la police. Le plus tôt sera le mieux. Mais je dois vous avertir que les chances de récupérer votre argent sont minces. Mehmet Yildiz n'est pas son vrai nom. J'ai fait des recherches pendant 1 an. Il a au moins 5 identités différentes. Les autorités turques, eh bien c'est compliqué. » Margaret sentit la panique monter en elle. « Je dois lui parler, le regarder dans les yeux. » Petra secoua la tête.
Il va nier. Ou il va simplement disparaître. C'est ce qu'ils font. Une fois qu'ils ont l'argent, ils n'ont plus aucune raison de rester. À ce moment-là, le téléphone de Margaret vibra. Un message de Mehmet. « Je dois encore passer quelques heures au cabinet d'avocat. On dîne ensemble plus tard. Je t'aime. » Ces mots, qui quelques jours auparavant lui auraient donné des papillons dans le ventre, lui semblaient désormais empoisonnés. Margaret se leva, les jambes tremblantes, mais sa détermination grandissait. « Où est votre chambre ?» demanda-t-elle à Mehmet dans un message rapide. Il répondit immédiatement en lui donnant le numéro de la chambre. Elle se tourna vers Petra. « Venez avec moi. » Elles prirent l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Les mains de Margaret tremblaient lorsqu'elle frappa à la porte de la chambre de Mehmet. Pas de réponse. Elle frappa plus fort. Silence. Un employé de l'hôtel passa par là et Margaret lui expliqua dans un anglais approximatif qu'elle cherchait son ami. L'employé vérifia sa tablette et dit quelque chose qui fit froid dans le cœur de Margaret. Ce client a quitté l'hôtel ce matin. Margaret tituba en arrière. Petra la rattrapa. « Il est parti », murmura Margaret. « Il a pris l'argent et a simplement disparu. » La réalité la frappa de plein fouet. Elle n'avait pas été sa maîtresse. Elle avait été sa proie. De retour dans sa chambre, Margaret s'effondra. Elle pleura jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, son corps tremblant de sanglots. Petra s'assit à côté d'elle, silencieuse, et lui tint simplement la main. Lorsque Margaret se fut enfin calmée, elle demanda d'une voix rauque. « À combien de femmes a-t-il fait ça ?» Petra sortit un carnet de son sac. « J'ai fait des recherches, au moins 12 d'après ce que j'ai pu trouver. Des Allemandes, des Autrichiennes, une Suissesse. Toutes âgées de 40 à 60 ans, toutes divorcées ou veuves, toutes financièrement indépendantes. Il choisit ses victimes avec soin. Il étudie leurs profils, leurs points faibles. C'est un prédateur. » Margaret sentit une nouvelle émotion monter en elle, qui supplanta la tristesse, la colère. « Nous devons l'arrêter. Nous devons aller voir la police tout de suite. » Petra acquiesça. « Il y a un consul allemand à Antalya. Il m'a aidé l'année dernière. Il peut nous mettre en contact avec la police locale. » Le lendemain matin, elles se retrouvèrent dans le bureau de M. Krause, un quadragénaire à l'allure professionnelle et portant des lunettes. Il écouta leur récit, prit des notes et poussa un profond soupir. « Vous n'êtes pas les premières à venir me voir avec ce problème. L'homme que vous appelez Mehmet Yildiz est connu des services de police. Son vrai nom est probablement Burak Demir, mais il utilise de nombreux pseudonymes. Il fait partie d'un réseau plus vaste. » Margaret se pencha en avant. « Pouvez-vous l'arrêter ?» Krause secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Il évolue habilement dans des zones grises juridiques. L'argent a été transféré volontairement. Il n'y a pas eu de contrainte physique. Techniquement, il s'agit d'un problème de droit civil, pas d'un délit pénal. » Margaret sentit son espoir s'évanouir. « Alors ils s'en tirent comme ça ?» Krause hésita. « Pas nécessairement. Si nous parvenons à rassembler suffisamment de preuves, si suffisamment de victimes témoignent, nous pourrons monter un dossier. Mais cela prendra du temps. Et de la patience. » Margaret pensa à ses économies, aux années de dur labeur qui avaient permis de réunir ses 75 000 €. Elle pensa à l'humiliation qu'elle ressentirait en racontant à sa famille et à ses amis ce qui s'était passé. Et elle prit une décision. « Je vais témoigner. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter cet homme. » Le commissariat turc d'Antalya était un bâtiment discret situé dans un quartier industriel, loin des zones touristiques. Le commissaire Aydin Özdemir, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et au regard perçant, reçut Margaret et Petra dans son bureau austère. Des photos de personnes recherchées étaient accrochées au mur et des classeurs s'empilaient sur son bureau. « Burak Demir », dit-il en allemand avec un fort accent en posant un dossier sur la table. 34 ans, né à Izmir. Nous le suivons depuis 3 ans. Il est intelligent, prudent, il utilise de faux papiers, change constamment de numéro de téléphone, ne laisse pratiquement aucune trace. Il ouvrit le dossier et montra des photos du même homme avec un aspect légèrement différent. Parfois avec une barbe, parfois sans, avec différentes coupes de cheveux, mais toujours reconnaissable comme l'homme que Margaret connaissait sous le nom de Mehmet. Özdemir expliqua que Burak faisait partie d'un réseau organisé. Au moins 5 autres hommes opéraient selon le même schéma dans différentes villes côtières de Turquie. Ils partageaient des informations, des profils de victimes, des stratégies. Ils ont même des formations, dit Özdemir avec amertume. Des techniques de manipulation psychologique. Comment gagner la confiance ?
Comment extorquer de l'argent sans pouvoir être poursuivi en justice? Margaret lui a remis son téléphone portable avec tous les messages WhatsApp, les photos et les listes d'appels. Özdemir a examiné attentivement les données. C'est précieux, surtout les métadonnées des photos. Les coordonnées GPS peuvent nous aider à comprendre ses habitudes de déplacement. Il tapa sur son ordinateur et afficha une carte avec des points marqués. Il possède des appartements dans au moins 4 villes, Antalya, Bodrum, Istanbul, Izmir. Il alterne entre elles. Au cours des semaines suivantes, Margaret travailla en étroite collaboration avec la police. Elle fit des déclarations détaillées, identifia des lieux sur des photos, aida à établir un profil psychologique. Petra fit de même. Grâce à M. Krause, d'autres victimes ont été retrouvées. Une femme de Vienne, une autre de Hambourg, une autre encore de Zurich. Toutes avaient une histoire similaire. Ensemble, elles avaient des preuves qui révélaient un schéma, un système. Özdemir a collaboré avec Interpol et les autorités allemandes. Nous suivons ses comptes bancaires, a-t-il expliqué lors d'une réunion mi-août. Il utilise des comptes offshore, mais il a commis une erreur. L'un des virements est passé par une banque turque. Nous pouvons le retracer. Pour la première fois depuis des semaines, Margaret ressentit une lueur d'espoir, mais Özdemir l'a mis en garde. Même si nous le trouvons, ce sera difficile. Il sera arrêté, oui, mais les procédures judiciaires prendront des années. Et l'argent, vous en récupérerez peut-être une partie, peut-être pas. En septembre, la percée a eu lieu. Un contrôle de routine dans un hôtel de Bodrum a conduit à l'arrestation d'un homme muni d'un faux passeport. C'était Burak Demir. Özdemir a immédiatement appelé Margaret. « Nous l'avons. Il est en détention provisoire. J'ai besoin de vous ici pour l'identifier. » Margaret est retournée en Turquie, accompagnée de Petra. Dans une pièce stérile du commissariat, elle se tenait devant un miroir sans teint. De l'autre côté, Burak était assis, menotté, les cheveux courts et sans sa barbe soignée. Il semblait plus petit, plus ordinaire. Ce n'était plus le charmant Mehmet, mais un homme d'âge moyen à l'air fatigué. « Êtes-vous sûr que c'est lui ?» demanda Özdemir. Margaret acquiesça d'un signe de tête, la voix ferme. « Oui, c'est lui. » À ce moment-là, Burak regarda vers le miroir, comme s'il savait qu'elle était là. Il sourit, un sourire froid et moqueur. Margaret se détourna. Elle ne voulait plus jamais revoir ce visage. Lors de la perquisition de son appartement, les enquêteurs trouvèrent un ordinateur portable contenant des fichiers cryptés. Des spécialistes en informatique ont déchiffré le cryptage et découvert une base de données contenant plus de 200 profils de femmes, classés par fortune et vulnérabilité. Il y avait également un carnet manuscrit contenant des instructions détaillées sur la manière de manipuler différents types de femmes. Margaret en lut des extraits et se sentit physiquement malade. Elle n'avait été qu'un numéro dans un système criminel. Le procès de Burak Demir a duré 18 mois. Margaret s'est rendue 3 fois en Turquie pour témoigner. À chaque fois, elle a été confrontée à la réalité. Elle n'était qu'une parmi tant d'autres. Dans la salle d'audience, 9 autres femmes étaient assises, toutes avec des histoires similaires, toutes avec des rêves brisés et des comptes bancaires vides. En mars 2022, le verdict a été rendu. Burak Demir a été condamné à 7 ans de prison pour fraude systématique. Les comptes saisis contenaient près de 400 000 €. Après déduction des frais de justice et des honoraires d'avocat, chaque victime a reçu un remboursement partiel. Margaret a récupéré 53 000 €, soit 70% de ce qu'elle avait perdu. Ce n'était pas suffisant pour compenser entièrement le préjudice financier, mais c'était plus qu'elle n'osait espérer. Le plus important était la réparation émotionnelle. Elle s'était battue, n'avait pas abandonné, avait contribué à arrêter un dangereux criminel. De retour à Fribourg, Margaret a lentement commencé à reconstruire sa vie. Les séances de thérapie l'ont aidée à surmonter son traumatisme. Sabine était à ses côtés, patiente et compréhensive. Ses enfants ont réagi différemment. Julia était en colère contre Burak et soutenait sa mère. Félix était gêné et n'en parlait pas beaucoup. Sophie envoyait des messages d'encouragement depuis l'Australie. À l'automne 2022, Margaret a reçu une invitation inattendue. Le Bureau fédéral allemand de la police criminelle organisait un séminaire sur les escroqueries sentimentales et lui a demandé de partager son expérience. Devant un public composé de policiers, de travailleurs sociaux et de victimes potentielles, elle a raconté son histoire. Sa voix tremblait au début, mais elle s'est ensuite renforcée. « N'ayez pas honte », a-t-elle conclu. « Ces hommes sont des professionnels. Ils nous étudient, nos faiblesses, nos désirs. Ce qui compte, ce n'est pas que nous soyons tombés, mais que nous nous relevions, que nous nous battions, que nous avertissions les autres. » Les applaudissements ont été longs et chaleureux.
Plusieurs femmes dans le public ont pleuré. Après l'événement, beaucoup sont venus la voir, lui ont raconté leur propre histoire et l'ont remerciée pour son courage. Margaret a quitté la salle avec un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la fierté. Burak Demir lui avait volé son argent, brisé le cœur, porté atteinte à sa dignité. Mais il n'avait pas gagné. Elle avait survécu, elle avait appris, elle était devenue plus forte. Elle n'était plus une victime. Elle était une survivante. Et elle ferait tout pour s'assurer qu'aucune autre femme n'ait à subir la même chose. Par une claire journée d'automne, Margaret se tenait sur son balcon, contemplant les toits de Fribourg et les montagnes lointaines. Elle respira profondément. Le monde était toujours aussi beau. La vie continuait. Et elle était prête à la vivre.